Eh bien, let's go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. 2 sur 2, monsieur. Félicitations pour cette UFC Paris. J'ai l'impression que l'ambiance était encore plus folle que l'année dernière. Me trompe-je? Non, c'était plus fort. Il y a eu des moments où il y avait une baisse parce que c'était quand même un show d'un peu plus de 4 heures et maintenir les sauts pendant 4 heures, c'était bien. Je ne sais pas s'ils ont fait l'hymne 2 fois. C'était une fois ou c'était 2 fois, je ne Plusieurs sais fois, plus. ouais, il y a eu le début, je crois, avec Zara Fern, il y a eu avec BSD, et peut-être une troisième fois aussi, je crois, quand il y a eu Taylor aussi qui a combattu. Euh, alors, ça fait 4 fois Quatre parce fois, il y a eu qu'ils aussi ont, au main event. ouais, dès que le main event a commencé, tout de suite, c'était une hymne. Mais voilà, très bonne ambiance. J'ai l'impression que on avance. Ah, et c'est-à-dire, t'as l'impression qu'on avance. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit sourire en coin? Euh, je- Moi, je milite très fortement pour un pay-per-view parce que je presse aussi pour ma paroisse et que je sais que il y a un compte au courant qui va observer l- l- la progression des athlètes et ne se rendre pas compte des enjeux de chaque athlète, tu vois. Et donc, je milite pour qu'on ait du pay-per-view rapidement. Et j'ai l'impression que là, c'est bon. Enfin, en tout cas, je, les discussions que j'ai eues très récemment, il y a encore quelques minutes, pensent à croire que c'est en route qu'on va avoir ça. Et qui dit PPV, du qu'il va falloir mettre des grands noms devant. Et donc, il va falloir leur donner de la légitimité en apportant des ceintures avec. Et donc, ça peut être bien pour nous tous qu'on milite dans ce sens-là. Parce que le MMA, c'est toujours, le management en MMA, c'est beaucoup de la narration. Les Américains sont forts dessus parce qu'ils nous expliquent l'histoire, comment elle doit être. Ils nous expliquent que, bon, il y a Blanchfield qui est monté d'un rang et il y a Manon Fiori qui descend d'un rang. Alors, la logique serait que Blanchfield fasse la ceinture contre Grasso et que Manon aille affronter Messi Barbe. Ça, c'est ce que la moyenne, les quelques médias vont dire, les projets des autres médias. Et ça, c'est une narration que on ne doit pas accepter. C'est une narration qu'on doit être capable d'aller refuter et se joindre et dire, hey, on a un public qui nous aide. On a le meilleur public au monde. Le Brésil n'a pas, ils sont en galère quand il y a, je sais pas, comment il s'appelle au 93, qui est le Glover Teixeira. Glover Teixeira, il prend sa retraite, Mhm. il y a lui qui vide la salle. Alors Ouais. que tu vois bien que quand il s'agit de chez nous, l'événement est terminé. On avait encore 12 000 personnes debout qui attendaient. Événement fini, interview, machin, terminé. Et même dès le début de l'événement aussi, tout le monde était Dès le là. début, la salle était déjà pleine à craquer. Donc, on a un public avec nous. On a on a 9 athlètes français sur la carte. Donc, on commence à avoir une tonne de Français quand même. On a des Français qui sortent du lot avec des performances extraordinaires. Il est temps aussi de dicter un peu, d'aller solliciter. Moi, j'ai toujours été dans ce côté des militants, de me dire, je vais pas juste attendre qu'on me dise ce qu'il y a à faire en disant, OK, c'est quoi, assieds-toi, les Américains vont choisir le combat, les Brésiliens vont choisir le combat, les Japonais, les Chinois vont choisir le combat, et puis éventuellement, ce qui restera, on vous dira ce que vous pouvez faire. Je milite très fort pour qu'on puisse avoir 2 événements à l'année et que ça multiplie les chances de prendre des raccourcis. Et ben justement, Fernand, on va peut-être être en désaccord. Parce que là, Manon Fiorot, selon toute vraisemblance, moi je pense qu'elle va avoir le title shot. Problème et pas des moindres, c'est que là, Valentina Shevchenko contre Grasso, qui est une revanche, combat le plus attendu peut-être de l'histoire de la catégorie flyweight depuis qu'elle est à l'UFC. Ce n'est pas un pay-per-view, c'est dans une grosse soirée, soirée mexicaine pour l'UFC, mais ce n'est pas un pay-per-view, c'est à Las Vegas. Donc ça veut dire que dans un avenir proche, donc ça veut dire 2024 si on veut avoir un pay-per-view, ce serait pour le titre heavyweight avec Cyril Gann.
Fernand, je j'ai peur qu'il faille attendre un peu plus longtemps pour Cyril. Je m'explique. Moi, belle performance de Cyril, on va revenir là-dessus contre Sergei Spivak, enfin même très belle performance puisque il a réussi comme d'hab avec Cyril. Et ce qui est difficile aussi, et je pense que les gens ne se rendent pas assez compte de ça, j'en parlais avec mon père cet après-midi, c'est que le problème de Cyril, c'est quand il affronte un mec, on a l'impression, et qui bat le gars, on a l'impression que le gars est nul. Et c'est vrai que tous les gens qui découvrent Spivak, ils se sont dit, je pense, c'est un peintre, le gars étant et un certain embonpoint, parce que l'autre problème de Cyril, c'est que pas, c'est assez rare pour les heavyweights, c'est qu'il a un six-pack et que forcément, bah, les mecs qui sont tankés comme Cyril, il y en a pas beaucoup dans la catégorie, donc en plus de ça, quand les gens voient les face-off, ils disent pas, oh, putain, il affronte un mec qui est quand même salement chaud. Bref, tout ça pour dire que j'ai peur pour Cyril, le fait qu'il ait eu ces 2 title shots, 2 années de suite, et que il soit incliné contre Jones lors du combat le plus lucratif pour l'UFC depuis belle lurette, ça fasse qu'il ait besoin d'avoir une vraie winning streak avant d'avoir série de victoires, avant d'avoir un nouveau title shot. Ou est-ce que toi dans tes discussions, t'es dans un truc où le fait que Cyril y dise, enfin, parce que bon, vous parlez quand même un petit peu, le fait qu'ils disent bon bah là il y a le titre bientôt, ça sort pas de nulle part non plus. Bah, moi, je pense que tu fais du populisme. Tu sais exactement ce que le peuple aime entendre et tu vas faire du populisme. Dans le sens où, en vérité, et tu n'as pas tort. Déjà, je préfère le dire. Tu n'as pas tort. Je vais te donner les raisons pour lesquelles Cyril devrait encore attendre. Un, il a perdu contre John Jones. Il a largement perdu contre John Jones. Ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre comme remplaçant sur le combat John Jones-Stipe. C'est pour ça qu'on a mis Pavlovich. Donc, il n'est ça veut dire que si Pavlovich est le remplaçant de Stipe John Jones, il est légitime tout de suite après, s'il y a quoi que ce soit qui se passe. On est d'accord, jusque-là, on est bien. Donc, Ouais, ça, c'est c'est une pour le raison. deuxième où la question se pose. Deuxième raison, il a eu des titres dans la même année 2 fois, mais ça n'existe nulle part, ça ne veut rien dire, c'est pas de la distribution, c'est pas ça ne se fait pas en mode de distribution, il y a une réglementation, il y a rien. Non, c'est du forcing à chaque fois. Si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit, on n'aurait jamais eu la ceinture intérimaire. Aujourd'hui, bon, en France, on ne sait pas ce que personne n'en parle, ça n'intéresse personne. Mais à l'étranger ou même à l'UFC, on l'appelle le champion du monde, ancien champion du monde intérimaire. Ça veut dire que c'est une valeur. Sur le poster de l'UFC, comment il s'appelle, euh, Francis Ngannou contre Cyril Gane, c'était marqué Champ. Champ versus Champ. Ça veut dire ce que c'est. On peut décider de cracher dessus ou bien de s'en vanter comme étant quand même un trophée qu'on a ramené à un moment donné. Ça sert à quelque chose quand même de dire dans l'histoire, on a un champion intérimaire. Ça n'a jamais existé. Personne ne l'a jamais fait. Enfin, tout le monde veut le faire, personne ne l'a encore fait. En France, en tout cas. On est d'accord. OK. Donc, si j'avais écouté ce qu'on disait, on ne serait jamais allé chercher ça. On est allé chercher ça parce que on constate que ça piétine, les discussions n'avancent pas. Il y a une narration qui explique que euh, non, Francis va C'était combattre Francis, ouais. bientôt, voilà, et puis et contre Derrick Lewis, et puis finalement, on s'engouffre dessus. On force un peu la main à l'UFC en 5 semaines expliquant, après Volkov, ouais. voilà, 5 semaines, non, immédiatement après Volkov. On sortait du combat de Volkov, qu'on on poussait déjà à mort, à mort. Même quand on est sorti du combat de Jason Derzino, moi je suis sorti de là, je sors du truc, j'ai déjà envoyé un texto à Hunter pour lui dire, bon, je sais que Dana White n'a pas apprécié la performance, mais le gars s'est battu, la prochaine fois il va aller chercher le finish, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on avance. Et donc, à force de forcer, on a obtenu une ceinture intérimaire qui nous a bien fait plaisir à tous. À la télévision, on a dit en direct, la France est championne du monde. C'était bien pour tout le monde. OK. Ensuite, on s'est dit, la ceinture arrive, on perd le combat contre Francis Ngannou. C'est un combat certes serré, on le perd le combat. OK, pas de souci. Ensuite, on revient à Paris.
Taito Vasa, tout le monde boude Taito Vasa. On s'est dit, bon, le combattant, ceux qui ne connaissent pas Taito Vasa disent, bon, il sert à rien, c'est un combat nul, c'est un combat faible. Et on sort de là, on s'est dit, c'est un combat pas intéressant, il s'est baladé Cyril. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dès la sortie de ce combat, on harcèle l'UFC. On harcèle. On harcèle Inter. Comme, Tu harcèles, oui. voilà. Voilà. Mon téléphone, je suis dessus, que on échange et ça va très vite. Je pense même que je t'avais fait voir les conversations. Et donc, du coup, oui, j'essaie, Fernand, j'ai compris, mais j'ai une urgence, je dois faire John Jones contre Francis. Je dis, pas de souci. Ça, c'est normal. Mais permets-moi d'insister encore, si jamais il y a le moins de soucis, on est là, on veut. On est là, on veut. C'est là où je suis content que un gars comme Benoît Saint-Denis dise donnez-moi qui vous voulez là-haut, donnez-moi le BMF, donnez-moi ce que vous voulez, parce que c'est comme ça qu'on obtient. On demande d'abord. Si tu ne demandes pas, on ne pense même pas à toi. C'est comme si je suis content que Manon Fiorot, cette fois-ci, dise allons-y. On est Moi, d'accord, on est d'accord. voilà, c'est pas comme la dernière fois, j'étais mal parce que je n'avais pas performé comme j'aurais souhaité. Là, let's go. Ça, c'est important. C'est important que tous ensemble, on dise le MMA français doit maintenant s'exporter. Dorénavant, la pédagogie française, le MMA français doit s'exporter. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je t'ai dit, pendant que toi, tu es choqué, pendant que certains sont choqués dans le public en disant non, il ne mérite pas, il ne mérite pas. Moi, quand je parle aux ayants droit, qui sont ceux qui autorisent la ceinture ou pas, ils sont pas choqués du tout. Ils disent, bon, laisse-nous novembre, on voit comment ça se joue entre Stipe et John Jones. Et ce que je veux dire, c'est que la politique, enfin moi, ce qu'on m'enseigne en management, c'est l'athlète, le combattant est un capitaine de bateau. Il a une fanbase qui sont les gens à bord de son bateau. Il faut pouvoir donner la direction que tu veux à ta fanbase. On va où? On fait quoi? Si tu restes silencieux, on ne sait pas ce qu'on fait. Si tu dis on va à bâbord, tout le monde met la force à bâbord. Si tu dis on va à tribord, tout le monde met la force à tribord. Et aujourd'hui, Cyril dit, hey, moi je suis classé numéro 2. Votre narration comme quoi je dois aller affronter le numéro 4 ne me va pas. Bisping est anglais, il lutte pour les Anglais. Il fait tout, il va à l'after party, il ramène Thomas Final, il dit viens, on va frapper à la machine, on va comparer ta frappe avec celle de Thomas Final, il filme, et les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train de se faire douiller là, doucement, parce il y a un Anglais qui va venir, certes, oui, tu peux le battre, comme on a pris le 7e mondial. Le 7e mondial, on nous a expliqué que c'est le pire cauchemar de Cyril et qu'il va faire tomber Cyril, que ça va être compliqué. Pas de souci. Mais là, c'était bien d'accepter parce qu'on était sur un rouge. Et que quand tu es sur le rouge, tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas être éligible. On est passé au vert, les discussions s'ouvrent. Et donc, même si tu as raison de dire que dans la logique, il y a peut-être d'autres personnes qui méritent, mais il n'y a pas de méritant ou de pas méritant. Il y a est-ce que tu es en santé? Est-ce que tu as ton passeport prêt? Et est-ce que tu es au vert? Est-ce que tu as une couleur verte sur ton dernier combat? Si tu as les 3 éléments, alors tu es éligible et tu peux discuter avec le boss. Et le boss, quand on discute avec lui, il n'est pas choqué du tout. Il dit, venez, on va voir. Venez, on voit ce qui se passe en novembre. On va voir. Et je dis simplement à tous ceux qui portent le projet du MMA français, soyons pas timides. Allons-y en force. Demandons. Et puis peut-être qu'on va nous donner ce qu'on veut. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est plus un côté de...
Évidemment, je comprends parfaitement la volonté du titre, que ce soit pour toi, pour Cyril, en termes d'opportunité, ça a beaucoup de sens. Et ce que Cyril a dit était très juste, que chaque fois qu'il combat, c'est un risque, mais c'est plus du côté là, point de vue fan, au-delà du fait, pardon, de nouvelle opportunité de title shot. Moi, quand je dis ça, c'est que je me base aussi sur les récents exemples. Geji, Dustin Poirier, où même si on les adore, même si ce sont des stars, aujourd'hui, tu vois, on voit que, je sais même pas si eux, ils sont entrés dans une nouvelle dimension par rapport à ça, mais tu vois, il y a plus ce côté, on les voit combattre pour combattre plus que des opportunités de ceinture. Ce que je voulais dire, parce que je me suis perdu un peu, c'est que Cyril, d'un point de vue fan, moi, j'ai envie de le voir combattre souvent. Et là, quand je vois que il sort indemne de ce combat, que Thomas Spinelli s'est occupé tranquillement de son gars à la rentrée, je me dis, c'est dommage, tu vois, d'attendre après le mois de Mais non, novembre non, pour voir ce non, qui va se non. dérouler. Moi, je suis comme toi. Moi, j'ai pas envie d'attendre. Moi, j'aimerais qu'ils combattent. Ce que je dis, c'est que Cyril, le titre que vous avez mis là, la sueur, Cyril refuse Thomas Spinal. Ça, c'est pas gentil, ça. Ah, on a C'est mis un ça, titre. nous? On a mis ça sur Oui, quoi? Attends, tu vois, tu ne suis même pas ce qui s'est passé sur ton compte. on a mis ça sur quoi? Mais sur la sueur, il y a un gros titre qui dit Ok. Cyril refuse Thomas Mais Spinal. non, sur Instagram? Je sais même pas. Oui, Ok, sa Twitter, je sais pas, ok, enfin, ok, ok, voilà. ok, 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 Ok. ok. Ce que j'essaie de dire, c'est que il ne refuse pas Thomas Spinal. Il dit simplement, je pense à moi. Le public pense à lui. Toi, le média, tu penses à toi et l'UFC pense à eux. On est d'accord. Et pendant que l'UFC pense à eux, si l'UFC n'a pas du dommage à ce que Cyril le fasse à la ceinture rapidement, c'est pas nous qui allons leur dire, mais non, on vient de faire la ceinture, attendez un peu. Non, tu combats pour la non-ceinture, tu combats là. Tu combats pour la ceinture, tu combats là. Justement, ouais, Fernand, juste quel est. Je veux pas les chiffres précis, mais quelle est la différence entre. Voilà. Thomas Spinal, qui n'est pas pour la ceinture, même si c'est un main event, et Thomas Ouais. Spinal qui est contre la ceinture. C'est quoi? C'est du simple au triple? Oui, c'est ça. C'est Ah ouais. minimum du simple type sans compter tout ce qui va avec. C'est que quand ton sponsor de Venom, il est un autre chiffre. Tous tes autres sponsors s'accélèrent. Tu as des primes de sponsors. C'est que les sponsors eux-mêmes, donc si tu es malin et tu es un bon manager, tu vas négocier chez chaque sponsor en disant, bon, moi, je viens de signer là pour le titre et tout, quel est le bonus que je peux avoir dessus? La télévision te considère un peu plus le titre qui va avec de combattre pour la ceinture. Échouer ou pas échouer, si vous étiez, euh, qu'est-ce que je vais donner comme métier? Si vous étiez un Boulanger. boulanger et que vous vous rendez compte que vous êtes, vous avez des journées où vous faites le pain et vous avez une marge de 3 000 € quand vous avez fait une belle journée et qu'il y a des golden journées où c'est les journées ceinture où vous avez tout de suite 11 000 €, on est d'accord que vous allez vous battre pour avoir plein de journées gold. Donc, moi, le spectateur, qui est le gars qui achète le pain, qui passe par là et je me rends compte que mon pain est de moins qualité, moins bonne qualité parce que c'est les journées gold, j'ai le droit de râler en disant, je veux qu'on me change de pain parce que hier j'ai mangé la baguette ou je veux la banette. Ça, c'est votre problème. Chacun fait sa sauce. Mais le boulanger, vous êtes d'accord qu'il va se battre comme un fou, comme un lion, pour pouvoir avoir les Golden Day où il peut faire une meilleure recette. Bah, c'est le principe, en fait. C'est pas une folie si vous constatez que tous les autres pays, tous les autres prétendants des autres pays visent un seul truc, un seul fil conducteur, la ceinture. Parce qu'avec la ceinture arrive tout, 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 tout un, vraiment une, on va dire, une pléiade d'avantages, parmi lesquels, euh, simple, très simple. Quand vous faites un main event comme on fait le main event de Cyril ou le main event de Nassourdine, ça aussi, il faut le dire, on ne se rend pas compte, mais on a déjà en France fait pas mal de main events. Nassourdine n'a pas fait un main event en France, il a fait un main event
carrément à Vegas. Quand vous faites un main event, vous avez droit à 4 personnes dans votre coin au lieu de 3 personnes. Ça change la donne dans votre coaching. Vous avez droit à un caméraman de chez vous. Pour ceux qui ont des projets de documentaire, c'est juste fantastique d'avoir un extra caméraman qui peut passer partout. Vous avez droit euh, à au lieu de 2 chambres d'hôtel, vous avez droit à 3 chambres d'hôtel, par exemple. Donc, ça donne un peu plus d'espace pour que le gars qui combat ramène plus de staff à moindre coût. Vous avez droit, bien entendu, à votre billet d'avion en business class au lieu de la classe économique. Donc, si vous voulez, il y a certains avantages qui vont avec, qui vont pousser l'athlète à mieux s'entraîner, à mieux combattre et bien sûr, c'est un changement de vie. Quand un gars a déjà eu autant de combats à la ceinture comme Cyril, les montants qu'il a quand c'est triplé ou quadruplé, ça devient sérieux. Et donc, ce serait une folie de laisser Thomas Pinal qui, sans, où est, donc Thomas Pinal va consécuter la hiérarchie là. Ce qui se passe, c'est que il part de Londres. Vous pensez qu'il paye son billet de train et son billet d'avion gratuit pour venir là? Non, il a un intérêt. L'intérêt, c'est de profiter de la gentillesse de Cyril qui va lui dire, Amen, viens, on va se fighter, tu crois que j'ai peur de toi? Et donc, par ego, tu tombes dans un piège et tu oublies de chercher ce qu'il faut. Faut pas perdre le fil conducteur. Il y a un seul truc qui compte, c'est la mission de Cyril d'aller être champion. Maintenant, si jamais l'UFC contraignait Cyril à combattre en décembre contre Thomas Pinal, bien sûr que le combat se ferait. Enfin, il y a pas, Cyril n'est pas le genre de mec à attendre longtemps sans combattre. Ouais, c'est Moi, plus le premier choix, c'est ça. Ouais. À laisser, voilà. Mais ça n'empêche que quand tu es un athlète, quand tu es un manager, faut essayer de dévier la narration qu'on veut te donner comme quoi tu dois aller étape par étape. Des fois, tu peux accélérer tes étapes comme tu le veux. Et puis comme tu dis, c'est vrai que à chaque fois Cyril, il a réussi, enfin tu as réussi à le mettre dans des super positions pour qu'il ait le title shot. Et là, on oublie un truc aussi, il y a beaucoup de gens qui ont ça en tête, mais que se passe-t-il si Stipe gagne? Parce que ça peut changer beaucoup de choses, ou même si un des deux gars se pète. Et là, tu es d'accord que ça prend tout son sens d'un coup. Parce que si Stipe gagne et qu'il ne veut pas aller en retraite, ça devient très intéressant. Peut-être même que c'est lui qui va call out Cyril. Donc, toi, tu penses que... D'ailleurs, ça s'est déjà vu, ça, dans l'histoire, c'est ça. Ça s'est déjà vu dans l'histoire de l'UFC. Un gars qui est 3 title shots dans une période aussi courte. Non. Ok. Bon. Mais après, c'est les lourds. C'est les lourds aussi. C'est les lourds où tout est possible. Lourd ou léger, okay. faut savoir, au bout d'un moment, ne pas accepter des narrations qu'on te donne et tu n'essayes pas de les dévier. Faut pas se dire, OK, on m'a dit que Cyril ne peut pas affronter John Jones et donc c'est mort. Non. Moi, ma part de marché, c'est d'essayer et je vais essayer. Je n'ai même pas, enfin, je ne me cache même pas. Le combat de Cyril est terminé à l'Accor Arena. Vous m'avez vu tourner le dos à ce qui s'est passé avec ce que l'arbitre et l'annonceur annonçait du résultat. J'étais même plus là. Moi, j'étais déjà en train de parler avec un technique et je leur disais, ne soyez pas timides, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire sur les réseaux d'être timides parce que faut attendre un peu. Soyez pas timides. Il a fait ce qu'il fallait. Il progresse tous les jours. Il avance à mort. Soyez pas timides. Allons-y. Donc, faut pas voir ça juste en disant ça va arranger Monsieur Cyril ou ça va arranger Monsieur Lopez. Faut voir en disant ça va peut-être arranger aussi la nation. Peut-être qu'on pourrait mettre un backup dessus et mettre un hashtag dessus et pousser ça parce que c'est intéressant pour tout le monde. Ah non, mais moi j'adorerais qu'il y ait Cyril Aspinall en novembre sur la carte de John Jones contre Stipe et qu'il y ait un vrai gros call-out après. Mais toi, tu veux pas aller combattre, toi, contre Thomas Pinal, toi? Non, non, chaud, toi non, moi je... non, mais vous êtes trop chaud à pousser les gens au charbon. Moi, je suis tranquille. Voilà, donc,
non, novembre, ça me paraît proche. Hmm. Novembre, c'est pour ça que je t'ai parlé de décembre. Ok, novembre, ça me paraît proche. Et surtout, est-ce Euh, qu'aujourd'hui Cyril a atteint ce stade où c'est main event ou rien? Parce qu'il y a peut-être ça aussi, non? mais c'est ça. C'est que Ouais. ça, c'est voilà, c'est ça, j'ai oublié de le dire. Merci que tu le mentionnes. C'est qu'il y a un investissement qui a été fait. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui se posaient la question, comment ça se fait, Zara Faine, elle revient, combat, mais vous ne vous rendez pas compte, en tant que promoteur sportif, si j'ai deux athlètes qui me sont présentés, un qui est très bon, qui vient d'arriver, dont je n'ai pas les photos, je n'ai pas les vidéos, je n'ai pas de matière et de contenu pour le vendre, et un autre qui est moyennement bon. Et il a déjà fait deux combats sur Ares et j'ai des contenus. Je peux monter la sauce, je peux raconter une histoire. Bah, je vais signer et faire combattre celui pour lequel j'ai des contenus. Parce que le poster me sera fait facilement, parce que derrière, j'aurai des contenus, parce que je vais pouvoir vendre. Et donc aujourd'hui, Cyril ayant fait déjà la ceinture trois fois, une intérimaire et deux ceintures, il y a de la matière. On a déjà pondu tellement d'embedded sur lui, pondu tellement de countdown que on pourra en tirer des bénéfices et on pourrait le vendre. ESPN l'a déjà vendu. Il est mainstream aux États-Unis, il est mainstream dans le monde entier. À partir de maintenant, on sait qu'on a de la matière. On prend un gars comme Nassoudine Imavov. Il a déjà eu des contenus montés sur un main event. Il a déjà combattu en main event. On l'a déjà monté. On l'a déjà testé sur 5 rounds. On l'a déjà testé. Donc, on s'est dit, il a la possibilité d'aller chercher un jour un co-main event quelque part à Paris si le PPV arrivait ou même un co-main event, je ne sais pas quoi. Peu importe. Mais ce que j'essaie de dire là, c'est que monter BSD comme on est en train de le monter, c'est une très bonne chose. Parce que BSD, il va servir à un moment donné, quand le PPV viendra, pour être peut-être le common event, pour être peut-être le co-common event, je n'en sais rien. Manon Fiorot, pareil. Quand on sait que Manon Fiorot, elle a tourné avec une fille qui a battu deux fois Willy Zhang, qui a été une championne très redoutée, qui a été promue sur la télé-réalité de l'UFC, qui est sorti, qui a fait des grosses guerres. On a de la matière pour la vendre contre n'importe qui, que ce soit Grasso, que ce soit Tchevchenko. Voilà comment ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on utilise les armes qu'on a. Le public qui est avec nous, euh, le fait que il ait déjà des contenus sur lui, qu'il ait déjà fait des titres, qu'il ait déjà fait bah, il y a de la matière, il y a de quoi faire. Il est bankable, il est vendable, il commence à, voilà, il y a de la matière et c'est intéressant. Et je te dis encore que si jamais, en tout cas, je ne sais pas pour lui encore s'il va dire, mais je pense que si jamais on avait une obligation de faire un combat, parce que c'est intéressant, ben on le ferait parce que personne n'a envie de rester longtemps sans le faire et parce qu'il se prépare aussi comme un fou. Cyril s'entraîne comme sa mentalité a changé parce qu'il s'entraîne salement et qui se dit je veux n'importe qui, donnez-moi qui vous voulez, donnez-moi même le plus dangereux que je considère moi comme dangereux, Jetson Almeida, donnez-le-moi, je suis prêt, je m'entraîne pour. Mais ça n'empêche que en tant que manager, mon rôle, c'est d'apporter le conseil pour dire, ne perds pas le nord. Ta carrière est très courte. Il faut que tu laisses un héritage à tes enfants. Tu as déjà l'héritage moral, tu as déjà l'héritage financier que tu as fait, mais il faut qu'à un moment donné, ces enfants puissent dire, mon papa a été champion du monde, indisputé. Il faut qu'à un moment donné, ces enfants puissent dire, mon papa nous a légué telle chose et telle chose à ta femme qui prend le temps pour toi, à ta famille. Voilà. Donc, c'est le rôle d'un accompagnateur de dire ça à l'athlète et dire, fais quand même attention. Si tu peux aller chercher ce qui est intéressant et qui va mettre Tout le le monde à beurre dans le, l'abri. Ouais. voilà, vas-y. Et la performance en elle-même, Fernand. Donc Cyril a pris bonus de performance de la soirée, Morgan Mm. aussi et BSD bonus de Fight of the Night. T'en as pensé quoi de la performance de Cyril? TKO deuxième round. J'ai, la performance elle-même ne m'émeut pas. C'est une bonne performance. Je ne vais pas faire semblant. C'est une
belle performance, mais c'est pas ce qui, moi, me touche. Moi, j'avais un but, c'était de voir si on pouvait s'accorder et rester très solide euh, sur ce qu'on s'est dit. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé depuis la défaite, on a beaucoup reconnu des choses, la résilience par exemple, le fait de ne pas accepter tomber. Ce n'est pas juste de défendre la lutte, c'est je suis tombé, ne pas accepter le fait, la fatalité de tomber. Je tombe, je fais un roulé-boulé, je reviens debout. Je tombe, je me débrouille, mais je reviens en sprawl. Je tombe et je reviens et je me bats continuellement. Mais on est allé dans des détails même plus sordides que ça. Ne pas taper. L'étranglement, ne plus taper. Dors, on viendra te réanimer, ne t'inquiète pas. Dors, on va te... Laisse-toi dormir, mais ne tape plus. À ce niveau, on peut pas... voilà, tape pas, dors. Tu vas y arriver. Voilà quoi. On va te réveiller, tout de suite, il y a deux ambulances de secours, et voilà, on va s'en sortir. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de conversations sur la volonté qu'on avait de ne plus... on était arrivé où on voulait. On avait fait une progression pendant longtemps en se disant, on part avec un retard. Tu peux prendre, tu peux être un génie, apprendre aussi vite que tu veux, mais il y aura des limites. Tu prends le meilleur combattant que tu veux dans n'importe quel domaine et tu lui dis, bon, viens, je vais t'apprendre le handball, le basketball, ce que tu veux. Il y a un certain retard que tu auras dessus. Donc, on est parti en disant, on a un retard sur la lutte. Par contre, on n'a pas le temps. On a besoin d'un ascenseur social pour que tu réussisses tout de suite. Il y a deux écoles. L'école qui dit, viens, je vais t'apprendre la lutte et quand tu seras grade noir de lutte, alors je vais te faire combattre en professionnel de MMA. Et il y a l'école qui dit, viens, je vais te faire combattre en MMA. Tu vas apprendre la lutte pour la période de développement. Quand on est en affûtage, tu oublies la lutte, tu te déplaces et tu restes à la verticale et tu ne tombes jamais. Et donc, ça nous a réussi jusqu'à arriver au titre mondial. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, là, le niveau de lutteur, ça devient corsé. On va maintenant se poser. On commence à moins faire attention à ne pas tomber. On va être un peu plus agressif. Et puis derrière ça, on va défendre la lutte et redéfendre la lutte et encore, on tombe et on redéfend. Voilà ce que je voulais voir, grosso modo. La performance elle-même en soi, euh, je suis pas timide, donc du coup, on m'entend parler et on sent ma frustration. On sent que je me dis, j'avais marqué sur le PDF qu'on devait finir au premier rang. Voilà, donc on avait eu une discussion où je disais, écoute, si ça ne finit pas au premier round, je ne t'en voudrais pas. Tu sais quelle bienveillance j'ai pour toi. Mais cependant, je te dis, je te donne des éléments et tu en fais ce que tu veux. Il faut partir en mission pour terminer tes combats au premier round. Il faut une formation où, au premier round, on essaie de désinfecter les gens. Et il faut vraiment une méthodologie de dire, si tu as besoin de temps d'observation, prends 45 secondes, pas 2 rounds. Prends 1 minute 30 secondes. Mais il faut que tu aies fait terminer ton analyse. Et donc, comme tu n'es pas un magicien, on sort des principes d'action, on s'entraîne à le faire à la salle. Donc, on prend des partenaires et sur les partenaires qu'on avait, à chaque coin, à chaque fin de match, j'allais m'asseoir devant lui, j'allais me mettre à genoux face à lui et je lui disais, bon, le partenaire qui est là, je sais que tu n'as pas envie de lui faire mal, mais tu tapes fort au foie. Tu sais qu'il va pas se casser le foie, il va se plier, il aura mal, mais 5 minutes après, c'est fini, il n'aura rien. Va chercher ça. Je trouve une solution pour le stopper. Donne-moi une soumission, donne-moi quelque chose, mais entraînons-nous à stopper les gens. Il faut qu'on les stoppe très rapidement. Et j'explique tout. Tu vois, c'est un mec intelligent à qui il faut juste poser le problème. Ce mec qu'on va affronter demain a été battu par Thomas Spinal. Tu peux me dire qui c'est il y a longtemps, mais peu importe. Thomas Spinal, là, désinfecté. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Genou, coude,
échec et mat. Ce que je te dis, c'est que tu vas à la décision avec lui, on aura du mal à discuter avec l'UFC. Tu me donnes un finish au premier round, je serai vraiment fort pour discuter avec l'UFC. Donc, du coup, d'où ma frustration de let's go. Maintenant, il faut combiner avec l'intelligence du combattant. C'est un athlète intelligent qui te dit, quand je dis, monte la jambe à la tête, monte la jambe à la tête et qui ne répond pas, quand j'arrive à la pause, il me dit, Looking, j'ai pas envie de prendre le risque. J'ai vraiment envie d'utiliser mes bras cette fois-ci. Un autre combat, je vais sortir les jambes à la tête. Mais là, le souvenir de ma jambe qui est restée coincée sur l'épaule de Francis et où le combat a basculé, je veux même pas lui donner une chance et tout. Et je trouve ça très intelligent. Je trouve ça qu'il est très aware de la situation en temps réel. Il réfléchit et il sait où il en est, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et il me dit, je sentais que je suis en train de lui défoncer les côtes et que je vais finir par l'avoir dessus. Et voilà. Et donc, quand c'est posé comme ça, raisonné comme ça, je vais pas continuer à crier comme un malade, à pousser, à aller chercher cette jambe à la tête. Je reviens sur les mains et puis je lui dis, bah, travaille le corps, remonte à la tête, travaille la tête, redescend au corps. Et comme ça, on va mixer pour essayer de le tromper. Voilà, voilà exactement le ressenti que nous, l'équipe, on a eu sur le combat. Effectivement, ce qui était dans le secret de la préparation, on, on, on voulait terminer au premier round. Enfin, même si on est resté très dans une bulle, on n'a pas communiqué dessus, on ne voulait pas communiquer dessus, on préfère ne même plus en parler, ça ne sert à rien. Euh, on savait que notre mission, c'était de stopper Spivak le plus tôt possible. Le compte à rebours était lancé pour le faire le plus tôt possible. Et bon, bah, finalement, deuxième round, Pas mal. bonus, pas mal. Pas mal, Pas pas mal. mal. Honnêtement, on va pas se plaindre. C'est pas, surtout quand tu sais ce qui se disait de Spivak le 1er septembre et ce qui se dit de Spivak le 3 et le 4 septembre. Spivak, c'était le monstre qu'on ne peut pas toucher. Tout le monde nous a expliqué que si jamais on arrive au sol avec Spivak, on est mort. Tout le monde nous a expliqué que Spivak, c'est un autre niveau. C'est un mec qui a bouffé des cailloux en Moldavie et que il ne s'entraîne pas dans des salles douillet où c'est gentil, où c'est propre, où c'est beau. Non. Et, 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 et le lendemain de la défaite, les mêmes gens découvrent, mais Spivak, en fait, il est nul, il ne sert à rien, c'est son combat nul. Mais non, c'est pas qu'il est nul. C'est juste que le style, avec le style que Cyril a mis en place annule les gens, donne l'impression que c'est nul. Mais ce n'est pas, le gars n'est pas nul du tout. Donc, voilà, grosso modo, l'impression, enfin, comment on a vécu nous le combat. Et toi, tu l'as vécu comment? Moi, je l'ai vécu. J'ai eu peur. J'ai eu un peu peur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, il y a ce truc avec Cyril. Depuis Taïtuivasa, où j'ai cette petite crainte. J'espère que ça n'arrivera pas. Voilà. De tel différentiel en striking de Cyril et dans la science des déplacements qu'un jour, tu vois, il va peut-être. Comment peut-être s'endormir un petit peu sur ses lauriers et se faire attraper par un gars alors qu'il devrait pas se faire attraper. Et il y a quelques fois, il s'est fait toucher, mais rien d'alarmant, où j'étais en mode, voilà, comme ça. Mais sinon, globalement, franchement, j'ai trouvé que c'était rondement mené. J'étais très content en plus parce que le public a pu voir un sprawl de Cyril, donc tu vois, tu peux cocher ça aussi. C'est toujours important, on va dire, pour le grand public de se dire, ah bah, t'as fait ça, et de voir aussi, parce que c'est important de dire, il s'est passé ça à la salle, mais de le voir, tu sais, enfin, voilà, en direct sur AMC ou sur ESPN, de se dire, bon bah, ça y est, il y a ça qui a été fait formidable. Séquence de finalisation aussi très bien. Et je voulais te poser cette question là aussi, justement, Fernand. Le différentiel, quand tu vois le différentiel, 11 coups encaissés par Cyril, 110 mis à son adversaire. Toi, quand tu vois ça, est-ce que c'est quelque chose où tu te dis c'est une bonne chose ou au contraire, ça veut dire qu'il était cuit un petit peu plus tôt et on aurait pu le finir plus vite? C'est un peu Non, ce truc à la Max Holloway où tu te dis. non, Voilà. c'est une bonne chose. Faut se dire qu'il y a des gens qui sont des gars qui vont te travailler au corps comme j'ai ce nom-là que je donne à cette méthode en parlant des Diaz.
c'est cette manière de se saper le corps progressivement jusqu'à ce que tu craques. Et c'est quelque chose d'entraîné, de préparé. On l'a vraiment fait comme ça. On l'a préparé dans ce sens-là, de se dire on va mettre en place un travail de sape longtemps jusqu'à ce que il craque. Et puis si au passage, pendant qu'il y a le travail de sape, il y a une frappe qui passe et qu'il éteint, bon, tant mieux. Mais sinon, on va pousser et on va faire ça longtemps. Non, ça me gêne pas parce que ça veut dire que tu monopolises la parole. Et ça, c'est on considère un combat comme étant une conversation. Et l'idée de la conversation en combat, c'est de monopoliser la parole et ne pas laisser l'autre placer un mot. Et quand tu laisses qu'il ne place pas un mot, du coup, ne, tu réduis drastiquement tes risques de perdre le combat puisqu'il ne place pas un mot. Et c'est ça qu'on appelle, on essaie de noyer en fait le gars dessus, mais il faut le faire de manière intelligente en prenant des angles morts. Parce que si tu restes de face, ça peut se compliquer. Pourquoi t'as failli rigoler? Vraiment, t'es un gamin, toi. Moi, je dis angle mort et t'as failli rigoler. Franchement, tu me déçois beaucoup, Guillaume. Je te croyais, je te croyais un mec sérieux, mais là, tu viens de me décevoir. C'est Internet, Fernand, c'est Internet. Mais là, C'est plus fort que toi, en fait. Je ben savais oui, que t'allais rigoler, je l'ai sorti et t'as oui. craqué direct. Je sais, Bon, je sais. Mais d'un côté, tu peux te dire, c'est fort, c'est preuve de ton influence quand même aujourd'hui. C'est que t'as mais des expressions, le oh oui, c'est- good job, angle mort, les squats et tout. ouais. Aujourd'hui, on pense à Fernand quand on entend ça. Absolument. J'ai rencontré un monsieur aujourd'hui. J'ai rencontré bonjour monsieur, vous êtes l'entraîneur je me rappelle plus, j'oublie votre nom. Et j'ai dit, ah, je peux pas vous aider. Et il fait, good job. Je dis, bon, ok. Le gars, il se souvient même pas de mon nom, mais il se souvient de good job. Mais, mais, euh, mais c'est fou, en fait. Tu sais que moi, je suis surpris. Je suis surpris que les gens n'aient pas trouvé ça logique de qui est personne qui ait jamais parlé de ça. Alors les Anglais disent euh, euh, comment ils disent euh, bl- euh, black spot. Comment on dit blank spot, Blank spot, exact. Oui, blank c'est ça, spot, c'est voilà, ça, c'est ça. blank spot. Et en gros, il y a les Anglais qui l'utilisent en boxe et les francophones ne l'utilisent pas beaucoup. Et je suis surpris que les gens posent vraiment la question sérieusement. Il y a des gars avec lesquels je parle, ils me disent, mais ça veut dire quoi sérieusement angle mort? Et tu dis, mais pour moi, c'est du bon sens. Enfin, c'est un angle où tu n'es pas vu, c'est un angle où, bah, enfin, comme quand tu passes au permis de conduire, c'est un angle Exactement, où ouais. tu es placé, où tu es pas très visible. Et donc, Cyril, en tant que gaucher, quand il accélère et qu'il fait son déplacement sur la droite, il se retrouve complètement sur le flanc de Spivak et là, il peut lâcher des coups comme il veut. Et c'est ce qui te permet de prendre un tel différentiel de volume parce que tu es à un endroit où tu peux frapper sans risquer d'être frappé en retour. Et ah oui, pardon. Et pour finir, Fernand, l'autre truc avec lequel j'étais très content pour cette performance-là, c'est de revoir un peu une performance vintage Cyril Gane, parce qu'on sait que sur beaucoup de combattants, tu vois, il y a ce prime Conor McGregor qui a ensuite disparu. C'est vrai que pour Cyril, on n'avait pas vu une performance de ce type depuis Derrick Lewis en août 2021. Et Mm. tu vois, tu te dis au bout d'un moment, parce que Tai Vaza, honnêtement, c'est son combat où il y a le plus d'émotions, mais je pense que toi, en tant que coach et tous les mecs qui se, enfin, tu te dis, bon, ok, c'est cool, mais faut pas faire ça à chaque combat, tu vois. Et là, le Absolument. fait de revoir ça 2 ans après, tu te dis, bon, bah, ok, il est toujours là, t'effaces un peu ce qui s'est passé, moi, ça m'a vraiment rassuré en ce sens-là aussi, tu vois. Dessus, je n'avais pas de doute parce que mine de rien, alors, il reste toujours un doute parce que comme tu dis, ce qu'on fait à l'entraînement n'est pas ce qu'on fait le jour du combat. Mais en tout cas, à l'entraînement, ceux qui ont il y a un niveau de témoignage il y a eu des indices. J'ai vu une interview de Ilian Boafia et Soueb Boafia, les frères Boafia qui parlaient de Cyril en disant, bon, moi j'ai tourné avec lui, il y a un truc qui s'est passé. Il y a une métamorphose, il est énervé. Il y a un truc qui s'est passé. Nassoudine, lors du Q&A, les questions-réponses, a donné aussi il a dit, bon, les gars, vous allez voir demain, le Cyril que vous connaissez, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
En ce moment, il est chaud. Ce sont des petits indices qui font que même si Cyril ne parle pas, même si moi je n'en parle pas, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et donc, à la salle, ce gars déroule tellement sur des personnes qui, dans chaque domaine respectif, sont censées le mettre très mal. Et tu dis, c'est bien. Je ne pense pas que c'est fini. Je ne pense pas qu'on ne va plus trouver, on va pas trouver de l'adversité qui va nous faire douter, qui va nous mettre en difficulté. Je dis simplement que quand tu commences un camp d'entraînement 3 mois avant et que toutes les 2 minutes, un balayage de judo fait tomber le mec et que ensuite il s'est fait tomber par des grosses projections et qu'au final, c'est lui qui fait tomber un médaillé olympique de judo, tu te dis, bon, on a fait du chemin. Tu vois, quand tu démarres un camp d'entraînement avec un mec qui galère avec des étranglements, des soumissions, des gros sparring, et qu'au bout d'un moment, les mêmes sparring, tu vois à la fin qu'il les met salement en difficulté, tu te dis, bon, c'est bien, on a fait du chemin. Et c'est sur ça que je suis content de dire que il a apporté une énergie, il a redynamisé les choses, et surtout, il a contaminé toute la salle. Vraiment, l'état d'esprit de Nassourdine, l'état d'esprit de Daria, l'état d'esprit de Jordan Zebo, l'état d'esprit de tout le monde a faim. Tout le monde est à mode. Euh, on a envie d'être aussi discipliné, de venir à 11 heures s'entraîner, d'aller faire une pause, de revenir à 16 heures s'entraîner, d'aller faire une pause, de partir le lendemain à la prépa physique, d'aller faire une pause, d'aller faire la prépa mentale, d'aller faire une pause. Ils ont l'impression qu'ils voyaient leur capitaine, leur leader s'entraîner tous les jours, tout moment, et du coup, ça contamine les gars. Alors, pour mon mal, enfin, ma douleur à moi, quoi, parce que du coup, ça demande beaucoup d'organisation, ça me demande beaucoup de temps et de sacrifices, mais c'est tellement plaisant de voir des jeunes comme Abou Younoussov qui prépare un combat qui est dans longtemps contre Mustafa Haïda, mais qui me persécute, me harcèle pour ne pas sauter un seul de ses entraînements et on n'en a pas sauté un seul juste sur la Fight Week de Cyril où on a sauté, mais on n'a pas arrêté une seule fois parce qu'il voit qu'il y a une locomotive qui tire et il ne loupe pas. Il veut sa séance de pados, il veut sa séance de supervision, de sparring intelligent, il veut sa séance de prépa physique. Tout est millimétré et tu te dis, bon, c'est bien, on respire. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, les gars sont motivés, ils ont compris qu'on doit bosser et c'est bien. Et il y a quelqu'un d'autre justement qui était dans cette nouvelle dynamique, c'est Monsieur William Gomis lors de l'UFC Paris. Combat où c'est vrai il y avait le moins d'ambiance parce que la France était déchirée en deux, ça peut se comprendre. La fin du combat, il n'y a pas de polémique puisque bah, l'UFC, enfin l'arbitre l'a dit, ensuite l'UFC confirmé par le biais de Michael Bisping a dit que le coup était légal. Toi, cette performance-là, t'en as pensé quoi? Et même, j'ai envie de dire même le combat, je pense que c'était quelque chose par défaut, c'était juste bah du côté de Yanis comme du côté de William Gomis, j'imagine, le fait de dire bah enfin on est là, il faut surtout qu'on combatte et ensuite on passe à la suite. C'est ça, c'est le truc qui arrive en dernière minute où on prend un adversaire à une semaine, mais en réalité, le combat a été validé 2 jours avant, quoi. 2 jours avant, 3 jours avant, le combat a été vraiment validé, signature de contrat, 3 jours avant. Donc, du coup, c'est relou pour tout le monde. C'est relou parce que au moment où ils vont sur les Champs-Élysées, c'est là où moi, je croise pour la première fois euh, Yanis Gemouri. Et comme ils ne savent pas qu'ils vont s'affronter, l'organisation de l'UFC reçoit l'information des matchmaking pendant qu'on roule vers là. Et donc, on a l'organisation qui dit, bon, Fernand dit à William, il y aura Yanis Gemouri là-bas, il faut que ça se passe bien. Et il éclate de rire, il dit, mais ça peut que se passer bien, il y a pas de souci. Et je pense que Yanis, il est dans le même état d'esprit. Donc, Yanis arrive avec Faresiam, avec son coach, au-dessus du drugstore.
Et ils arrivent vers moi et je me retourne, il y a Yanis et il me salue et tout. Et moi, j'éclate de rire, lui, il rigole. Il y a un peu un petit malaise, mais c'est bienveillant en vrai. Il y a rien. Et les deux se disent, bon, on n'a pas le choix, on n'a pas d'adversaire. Au lieu de rentrer chez nous, autant combattre, s'affronter. Ensuite, on continuera chacun notre carrière. Et donc, ils font le combat. D'ailleurs, le moment qui a été le plus applaudi, c'est le début du troisième round quand les deux se prennent dans les bras pour démarrer le round. C'est dire comment euh, l'union faisait du bien aux Français qui étaient déchirés par la séparation des deux. Et ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Malheureusement, ça se termine mal pour tous les deux parce que personne n'a envie de ça. Personne. Je pense que nos athlètes ont besoin de faire attention à regarder l'arbitre. William n'a pas du tout regardé l'arbitre. À partir du moment où Yanis a fait le geste d'avoir mal, William s'est retourné vers son camp et a levé les mains. Et moi, je lui dis, regarde l'arbitre, regarde ce qu'il dit l'arbitre. Et l'arbitre lui disait, mais non, il n'y a pas de problème, le combat continue. Et il appelait Yanis, retourne-toi, le combat continue. Ni Yanis, ni William ne regardaient plus l'arbitre, alors que l'arbitre est le seul décisionnaire, il est le, vraiment le garant de la continuité et de la gestion du combat à l'intérieur. Il est vraiment la force régalienne qu'il faut suivre, qu'il faut regarder. Les Américains vous le disent, protect yourself all the time. Il n'y a pas lieu, si tu prends un mauvais coup dans les parties allées, un coup interdit, pendant que tu tiens ton œil, il faut que tu regardes l'arbitre et tu regardes sa validité. S'il valide que c'est un coup dans l'œil, alors le combat continue. S'il ne dit rien et qu'il dit non, il n'y a pas de problème, continuer, tu dois continuer. C'est le cas de Derry Lewis qui tourne avec Cyril à un moment donné. Cyril lui met un jab dans l'œil et lui tient son œil en mode on m'a fait un poker eyes. Et l'arbitre lui dit non, j'ai vu. Ce sont les knuckles qui t'ont touché. J'ai vu, il n'y a rien. Continuez le combat. Donc, Yanis, ça aurait été bien qu'il regarde l'arbitre. William Gomis, ça aurait été bien qu'il regarde l'arbitre au lieu de décider et de s'entendre entre eux. Et ça, ils le font souvent. Cyril Gann l'a fait face à Tai Tuivasa, où il est là, il discute avec Tai Tuivasa. Mais non, écoute juste l'arbitre. C'est lui le référent. Il y a un souci. Tu regardes le monsieur qui est à l'intérieur avec vous, qui est la troisième personne qui va décider de la direction que ça va prendre. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre. Maintenant, sur ce que les gens veulent appeler polémique, moi, je n'ai même pas envie d'en parler. Je suis vraiment désolé pour Yanis parce que c'est archi chiant. Je suis très désolé pour William Gomis parce que c'est archi chiant. Il était dans un état d'esprit de fair play euh, fort. Il était à un moment où il voulait avoir une belle victoire parce qu'il avait préparé un discours pour son grand-père qui était décédé. Et donc, du coup, il voulait lui faire un bel hommage avec une belle victoire, mais tout tombe à l'eau parce que c'est compliqué. Donc, les deux, finalement, ils s'en sortent pas du tout. C'est pas terrible. Alors, certes, William Gomis s'en sort avec son salaire complet et il s'en sort avec une victoire et il gagne place au passage sur le classement Fight Matrix 19 places. Donc, il devient le featherweight le mieux classé de tous les featherweight à l'UFC. Des trois featherweight à l'UFC, il est le mieux classé aujourd'hui. Euh, et puis, euh, le troisième featherweight en France, je crois bien que c'est ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, je suis désolé pour les deux. Je suis juste content qu'on passe à autre chose, Hmm. que Yanis Gemuru puisse avoir une très belle carrière de son côté, parce qu'il est talentueux, il y a des choses à faire. Ils ont été timides sur le démarrage. C'est ce que je Ouais, disais voilà. Au niveau de ce que je disais l'engagement, ouais. moi, voilà, c'est ce que je disais moi à William Gomis tout à l'heure. Je sais pas s'il va approuver que je parle de notre com et tout, mais voilà, Bah après, ça, tout le monde l'a vu en soi. voilà, mais on vient d'avoir enfin, on s'échange, tu vois. Là, tout à l'heure, il m'a envoyé un message et tout. Euh, merci beaucoup, coach. Je sais que ce n'est pas la fin qu'on espérait. Je vais m'entraîner un peu plus pour devenir encore plus fort.
et on va le faire. On y arrivera, je te promets. Et je lui dis, euh, c'est- j'apprécie beaucoup. Il y a de la progression, je suis fier de toi. Mais en effet, je dois te pousser, William, et tu as un putain de potentiel. C'est la raison pour laquelle je me permets d'être dur avec toi. Il faut prendre un peu plus de risques. Il faut travailler, aller chercher des finishes. Il faut, tu as une ambition qui est très forte. Tu as une ambition de devenir champion de l'UFC. Et ce que je marque, c'est que aujourd'hui, ton ambition, tes résultats ne sont pas encore en adéquation avec ton ambition. Il va falloir que, et il me répond, je suis d'accord avec toi, je n'ai pas peur du travail, coach, je suis prêt, crois-moi, ça ne va pas être compliqué de me motiver, j'ai juste besoin de ton soutien, allons-y. Voilà un peu l'essentiel de notre conversation avec William que je viens de vous donner en quelques minutes là. Mais voilà, on en a parlé de manière très claire. On est d'accord dessus qu'il faut faire beaucoup plus. Il y a la concurrence. C'est pas avec des, des performances comme celle-ci qu'on va aller choquer comment dire, la gouvernance de l'UFC. La gouvernance de l'UFC a besoin de voir des performances où il y a des vrais finishes clairs et nets et où tu vas pouvoir aller demander des personnes mieux classées. Il est quand même à sa troisième victoire à l'UFC. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est très bien. Et il va commencer à arriver au moment où il va devoir demander des gros noms. Il faut qu'on travaille. Quand je dis il faut qu'on travaille, je ne parle pas de lui, je ne le pointe pas du doigt. Je dis il faut que nous tous on travaille. Lui qu'il y mette du sien, moi et le staff d'entraîneur, qu'on mette encore de la gomme dessus, encore beaucoup plus de force pour le faire monter. Et t'as des gars en tête déjà pour William ou peut-être qu'il est trop tôt pour ça aujourd'hui, mais en tout cas une date de rentrée. Bah, moi j'espère que William va combattre avant le mois de décembre. J'espère qu'il va. J'aimerais qu'il combatte en décembre contre Akin Daoudou, le Canadien. Parce que je pense que en termes de ranking, il va encore gagner un peu. Akin est 65. C'est le Canada. Si on se croise quelque part, ça peut être super intéressant. Et donc, ouais, j'aimerais le voir là-dessus. Et tu penses qu'on pourra avoir plus de chocs franco-français à l'avenir ou c'est quelque chose que l'UFC va chercher quand même à éviter et là c'est juste qu'il n'avait pas le choix. L'UFC va chercher à éviter, mais il faut que je te rappelle quand même que le choc franco-français est un indicateur très fort que le MMA français commence à être bon. Combien de fois tu vois des chocs brésiliens, des main events brésiliens, filles comme garçons, on en a plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le MMA brésilien, le, la nation brésilienne de MMA est une grande nation de MMA. Faut pas le voir toujours en négatif. Faut pas le voir toujours du point de vue. Toi, tu te places du point de vue du spectateur qui n'a pas envie d'être déchiré. Mais attention, quand il y aura deux dans la même catégorie avec un niveau très fort qui sont à l'UFC, tu vas voir que ça va plaire aux Français. Ça ne plaît pas aux Français parce que Yanis n'est pas encore très connu. William est un peu connu parce qu'il a fait 2 combats déjà à l'UFC. Mais c'est Il n'est trop pas. tôt, ouais. Voilà. C'est trop tôt pour faire un match franco-français parce que ça n'a pas une saveur euh, de, de duel, de ce qu'on appelle un derby. C'est pas l'OM PSG. Tu vois ce que je veux dire? Quand on aura des OM PSG ou à un moment donné, on aura peut-être une Nora Cornor qui sera dans quelques années devenue une meilleure combattante et que Nora Cornor sera descendue à 57 kilos et qu'elle va aller faire le match contre Manon Fiorot, là, tu vas kiffer. Parce qu'il y aura un vrai derby. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Le jour où on aura Faresiam à un moment donné qui va se retrouver à devoir affronter Benoît Saint-Denis, imagine la storytelling dessus, imagine ce qui va se passer. Il y a tout Lyon qui va s'enflammer, il y a le reste de la France qui va... Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif. Les petites ligues régionales, nationales, je vais dire sous-régionales, hein, je ne parle pas de régionales en France, mais sous-régionales comme en Europe, comme à Reims, nous, on se nourrit complètement des derbies entre
le Nord qui va ramener Mustafa Haïdar contre l'île de France qui va ramener Abou. Les deux n'ont pas enfin, surtout Abou, il n'a pas une grosse expérience. Mine de rien, il n'a que 3 combats. Mais regarde le bruit que ça fait. Parce qu'on s'est dit, il y a un gros challenge entre deux combattants du MMA français et c'est intéressant. À 100%, monsieur. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cette UFC Paris, des combattants qui t'ont marqué en particulier? Bien évidemment, je le dis à tous nos auditeurs. Là, quand Fernand parle de ces deux gars, c'est parce qu'il a toutes les infos les concernant, donc forcément vous avez c'est la primeur de l'information que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres gars, du coup, toi, qui t'ont, ou filles d'ailleurs, qui t'ont un petit Bah, peu marqué? BSD Bah, c'est fou. Et il est possédé. BSD m'a juste blow my mind complètement. Je m'attendais à ce qu'il domine Thiago Moses debout, mais il a surclassé Thiago Moses dans tous les compartiments possibles. Il a juste marché sur Thiago Moses. Il a pris des coups, mais il lui a marché dessus littéralement. Est-ce que ça C'est, s'apprend, ça, Fernand? ça peut s'apprendre, mais ça s'acquiert difficilement. Ça prend du temps à apprendre. Hmm. Mais il a quelque chose en lui d'inné. C'est un guerrier à 100%. C'est pas, ah, il est impressionnant. Il est très impressionnant. J'avais prédit que ce serait le combat de la soirée, que ce serait un très gros combat, et ça n'a pas loupé. Gros combat. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dominant, mais c'est très bien. C'est très bien. Il parle bien. Il ose parler. On est dans une dynamique où quand tu ouvres ta bouche, très rapidement, tu te fais allumer. Ça va arriver pour lui, hein. Tôt ou tard, il va se faire allumer. Benoît Saint-Denis, c'est comme ça la vie. Malheureusement, il fait bien les choses. Il combat bien. Il s'en fout de ce qu'on pense. Il dit ce qu'il pense. C'est quelque chose qu'on loue tous. Mais à la moindre erreur, dès qu'il aura un problème, il va se faire allumer parce que malheureusement, c'est comme ça. Mais ça ne doit pas le changer. Je pense qu'il est authentique. Il combat avec le cœur. Il envoie toute la sauce et il n'ose pas et il n'est pas timide à demander quand il pense qu'il est ayant droit. Et ça, c'est très bien. Aïe aïe aïe, bah vivement la suite. Est-ce que Fernand, toi, t'as des infos sur un retour en France déjà? Non. J'espère que ce sera sur la fin du premier trimestre D'accord, ok, très bien. Donc en 2024. dehors de Paris. Je sais pas. D'accord, tu ne sais pas. Bon bah très bien, Fernand ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup comme chaque semaine Fernand, je pense que les gens ont trouvé ça extrêmement intéressant. Brièvement, petit point pronostic sur Adesanya contre Sean Strickland. Est-ce qu'on va avoir un upset? Ça m'étonnerait. Ouais, ouais. C'est difficile. Maintenant, je suis très méfiant avec l'UFC. On a vu des choses incroyables ces derniers temps. On a vu des choses incroyables. Le style de Strickland, quand tu l'as pas vécu, tu penses que ce sont des histoires. Tu l'entends. Si tu n'as pas le knockout power, il t'étouffe, il te bouffe, il te marche dessus, il t'étouffe. T'es, t'es, t'es un asphyxie total, tu vois. Et donc, ça peut être surprenant pour Adesanya, mais ça me paraît difficile quand même, puisque il va en terrain hostile, euh, le gars a l'expérience, même il a le temps de s'entraîner correctement, bon, je vais partir à Adesanya. Pas décision Euh, je, ou- je, je pense qu'Adesanya va, euh, je vais dire Adesanya va le mettre KO certainement au troisième round. Ok, ok. Moi, Adesanya head kick. Je vois bien un petit head kick d'Adesanya sur ce À combat. quel moment? Allez, quatrième. Adesanya quatrième. Voilà. Adesanya quatrième. Mais je pense que ça va bien se passer, hein, franchement. Je ne m'inquiète pas trop. Pour cette carte, encore une fois, faite à la va-vite un petit peu. Bon, Fernand, merci beaucoup. Mm. Très bonne Merci à semaine et toi. on fera le récap la semaine prochaine.